Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rétrospective des faits marquants de la semaine. Le chef de l'État a conféré cette semaine au Palais du Peuple avec les acteurs de la pêche en Guinée. La rencontre portait sur les difficultés que rencontrent les pêcheurs artisanaux et les femmes mareyeuses et fumeuses de poissons. Le président de la République a mis l'occasion à profit pour inviter les pêcheurs à faire en sorte que les populations soient suffisamment fournies en poissons et à des prix abordables. Compte rendu Fanta Conté. La Guinée dispose d'une façade maritime longue de 300 km avec un plateau continental d'une superficie de 56 000 km². L'alternance saisonnière du climat influence les migrations des différentes espèces de la faune maritime présente dans les eaux guinéennes. Malheureusement, cette potentialité ne se reflète pas sur les marchés locaux à cause de certaines difficultés que rencontrent les pêcheurs artisanaux. C'est justement pour débattre de cette question que s'est tenue cette rencontre entre le chef de l'État et les acteurs du monde de la pêche. Une occasion pour ces derniers de saluer les efforts consentis par les autorités tout en réaffirmant leur soutien aux idéaux du président de la République. Le 14 mars 2012, au cas de Bellevue, vous nous avez fait la promesse de venir en aide à la pêche artisanale. Aujourd'hui, fort heureusement, vous êtes en train de réaliser cette promesse en nous fournissant un important lot de matériel de pêche. 400 moteurs hors bord, des milliers de filets, cordages, plombs, etc. Soyez en remerciés. Aman, à la proposition de la Rani. À la peine à Rampala, à Monakana. À ce moment-là, Ben Malai, à la réalité de Boubé, à la réalité de Mamma. À mon qui est 40. De son côté, le chef de l'État a invité ses artisans à tout mettre en œuvre pour faire bénéficier aux populations guinéennes les avantages du secteur de la pêche. Vous avez assumé votre engagement à vous impliquer encore plus activement dans la réalisation du programme de développement du gouvernement, non seulement dans le secteur de la pêche, mais également dans tous les autres secteurs où votre apport peut être utile. C'est pourquoi je vous félicite et vous encourage à persévérer dans la voie que vous êtes ainsi tracée. Je suis attentivement les efforts inlaissables que vous fournissez quotidiennement pour assurer un ravitaillement correct et régulier des populations en produits de pêche et d'aquaculture. Le gouvernement continuera à vous accompagner dans ces activités en vue de parvenir à la réduction de la pauvreté. D'autres questions, notamment le problème d'électricité à Conakry, la dégradation des routes et la lutte contre la pêche illicite, n'ont pas été occultées par le chef de l'État. Le ministre de la Pêche a profité pour présenter au président 2 prix remportés par la Guinée dans le secteur de la pêche sur le plan international. La semaine qui finit a été marquée par des manifestations de rue à Conakry pour réclamer le courant électrique. Des mouvements d'humeur ont touché la quasi-totalité de Conakry, 4 communes sur 5. À Dixine, des jeunes manifestants ont barricadé les rues du quartier, conséquence des embouteillages interminables empêchant les travailleurs de se rendre au service à temps. Et là, je m'arbarre. Les manifestations contre les coupures intempestives du courant électrique à Conakry se poursuivent avec des dégâts matériels considérables. Ce jeudi, les jeunes de Dixine sont redescendus dans la rue pour exprimer leur colère. Un mouvement qui s'est répercuté sur les pauvres citoyens qui vaquent tranquilles à leurs préoccupations. Embouteillage immense bloquant la circulation des citoyens aux heures de pointe, voilà ce que vivent les pauvres populations ce matin. De Taouya en passant par Amdallah et Rond-Point jusqu'à la Minière et la Bellevue, les véhicules sont alignés en file indien, pas de passage et les piétons sont déterminés à se rendre à leur lieu de service. Mais comment? Depuis le matin, je suis au bord de la route là pour chercher l'occasion, mais jusqu'à maintenant là, il est 12h34. Je n'ai pas pu joindre mon lieu de service à cause de l'embouteillage. J'ai essayé de faire appui pour dépasser Case Bellevue, mais j'ai vu que c'est en vain. Il y a des bois qui sont un peu partout là. Je vais en ville. J'ai constaté un embouteillage immense dû à un problème de courant. À Dixine là-bas, il y a des barrages formés par les jeunes et les femmes parce qu'il n'y a pas de courant. Donc cela a créé un embouteillage incontrôlé de part et d'autre.
Donc le monde est arrêté là depuis 2 heures de temps. On n'a pas d'occasion. Vraiment, c'est dommage. J'ai bougé à la maison depuis 10 heures et je ne suis arrivé qu'à 12h15. Donc vraiment, j'ai rencontré de sérieux problèmes pour venir ici. Et là, les taximètres aussi se mettent à couper les tronçons. Inquiets de cette situation qui prend de l'ampleur dans toute la capitale, ces citoyens interpellent les autorités à mieux s'impliquer pour trouver une solution rapide. Le message que j'ai lancé, c'est de voir d'abord le problème du sujet. Si c'est ceux qui créent l'embouteillage, ils n'ont qu'à voir comme ça se faisait. 18h, 0h, 0h, 7h. On sait que ça ne peut pas marcher à tout moment, mais quand même, il faut fournir des forces pour qu'au moins, les nuits, on puisse gagner. J'appellerai au gouvernement de tout faire pour qu'au moins qu'on cesse à sortir de la crise que nous sommes là. Parce que sinon, ce n'est pas facile. Pour l'heure, les regards restent tournés vers le gouvernement et la Société d'électricité de Guinée en vue de calmer les esprits. Le gouvernement a haussé le ton face aux débordements constatés ça et là. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a conféré avec les élus locaux de Conakry. Selon Alassane Condé, désormais le gouvernement ne tolérera plus des actes de vandalisme liés à la réclamation d'électricité. Ousseynou Diallo. Les manifestations contre le manque d'électricité sont devenues récurrentes à Conakry. C'est pour trouver une solution à ce problème qui a presque contaminé toutes les communes de la capitale que le gouverneur, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, celui de la sécurité et le haut commandant de la gendarmerie nationale ont échangé ce jeudi avec les élus locaux. Pour le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, cette situation n'est pas honorable pour le pays. Depuis un certain temps, personne n'est en sécurité à Conakry. Si vous allez paisiblement au travail ou au marché, vous voyez des gamins qui sont peut-être manipulés, parce qu'ils ne se lèvent pas comme ça. Ils sont manipulés. Mais cette manipulation va prendre fin aujourd'hui. Quiconque se permettra de descendre dans les rues de Conakry pour crier, pour jeter des pierres sur des citoyens, aura à répondre devant la loi. Dans son intervention, le ministre de la Sécurité souligne que l'État a le droit de garantir la sécurité de la population et de leurs biens. Il est donc temps d'agir et des mesures ont été prises. Aujourd'hui, nous avons atteint le point de la limite. En ce jour donc particulier dans la vie de notre pays, vous avez de la responsabilité parce que ceux que je vais quereller demain sont avec vous dans vos quartiers. Sensibilisez-les. Demandez-leur de quitter ce territoire s'ils veulent quitter, mais de quitter ce terrain de la violence parce que je ne tolérerai aucune violence. Général Ibrahima Baldé, lui, s'est adressé aux élus locaux et leur a rappelé leur rôle. Le chef de quartier est là pourquoi? C'est pour gérer tous les problèmes de vie, de façon générale, de façon globale, des citoyens qui composent le quartier. Les chefs de quartier doivent cesser d'avoir peur. Si vous avez peur des groupes d'individus dangereux qui se trouvent dans vos quartiers, si réellement vous avez peur, remontez les informations en temps réel, indiquez ces gens, nous allons les pêcher devant vous 24 heures sur 24. Les élus locaux semblent avoir bien compris le message des autorités et promettent de prendre leurs responsabilités. Sur un autre plan, les 518 jeunes recrutés en 2012 à la demande du président de la République pour des postes de finance ont fait un sitting pour exiger des explications sur leur situation. Toujours en stand-by, le mouvement s'est transporté à la présidence de la République puis à la primature. Ces jeunes ont exprimé leur ras-le-bol face au retard accusé dans leur intégration à la fonction publique après un concours et un stage pratique. Sur les 518 jeunes cadres recrutés à la demande du président Alpha Condé, certains traînent encore dans les rues de la capitale. Ils ont organisé cette marche pour exprimer leur ras-le-bol contre ce qu'ils qualifient d'injustice. Une marche pacifique qui s'est achevée par un sit-in devant le palais présidentiel. Après le recrutement, ce contingent de 518 a été convoqué pour suivre une formation d'un mois. Nous attendons qu'après ce stage,
que la nomination devait suivre. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. On n'a pas compris sur quelle base, sur quels critères ils se sont basés pour pouvoir nommer nos collègues. Alors on s'est tu, ils nous ont promis que bientôt ils vont sortir une liste donnant nomination aux autres. Alors à notre fort étonnement, il y a une liste de 320 qui est sortie, une simple affectation. Nous on a pensé que vraiment c'est une injustice, ils n'ont pris que leurs parents. Après quelques minutes d'échange avec la garde présidentielle sans succès, les manifestants ont été sommés de quitter Sékou Touria. De là, ils ont pris la direction de la primature. Les jeunes fonctionnaires dénoncent, je cite, la corruption et le clientélisme orchestré par certains cadres du gouvernement. Tous les gens qui sont DAF actuellement payent de couches à M. Diaré. Donc comme nous ne sommes pas dans le réseau, c'est pour qu'ils ne veulent pas nous placer. C'est la raison qui fait que M. Diaré ne veut pas nous placer. La preuve est très évidente. Les ministres qui devaient s'occuper de la jeunesse, c'est-à-dire le ministre Bantamasso lui-même, le ministre Damanta, le ministre Diaré, eux-mêmes ils n'ont pas changé leur DAF. Ce qui prouve qu'ils sont en porte-à-faux avec ce que le président a promis. Et nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer cela. Jusqu'à présent, de nous, tu tiens dans la poubelle, je vais le dire ainsi. Parce qu'ils ne sont même pas dans la prétendue mutation encore. À la primature, les manifestants ont rencontré le ministre secrétaire général à la présidence. Mais son Excellence, M. Kiridi Bangoura, que nous avons rencontré, il a accepté de remettre notre courrier à M. le Président de la République main à main. Il a compris notre cause. Notre problème n'est pas encore résolu, mais nous croyons que c'est une ébauche déjà. Des négociations avec Kiridi Bangoura qui galvanisent les jeunes manifestants qui cependant se disent engagés à intensifier des marches en vue d'obtenir gain de cause à leurs revendications. Finalement, ces jeunes fonctionnaires ont été reçus au ministère délégué au budget avec le chef de cabinet du département. Ils ont eu des éclaircissements sur leur situation. Ce dernier les a rassurés des dispositions en cours d'être prises pour leur affectation dans les prochains jours. Ces jeunes se disent optimistes au sortir de la rencontre à Santa Conté. C'est dans le souci de rajeunir l'administration guinéenne que le chef de l'État, lors d'une rencontre avec la jeunesse au Palais du Peuple, avait donné l'instruction de recruter des jeunes. Ils devaient être utilisés dans les fonctions de directeur administratif et financier d'AFA. Malheureusement, 3 mois après leur engagement à la fonction publique, certains attendent toujours leur affectation. Voilà pourquoi ils ont manifesté hier jeudi devant la présidence. Ce vendredi, ils ont été reçus par le chef de cabinet du ministère délégué au budget. Mohamed Lamine Diayo les a rassurés qu'ils seront affectés dans les prochains jours. Ces jeunes-là, c'est un problème de lecture, de bonne compréhension. La douleur de l'incompréhension a amené un petit groupe à sortir avec des slogans. Le président a décidé, le ministre a refusé. C'est un pseudo-slogan. Le président ne veut pas décider que le ministre délégué du budget s'inscrive au compte courant de cette logique de changement. La force active de tout un pays qui aspire au bonheur, au changement, ce n'est que la jeunesse. Cette jeunesse qui est sous notre main, le ministre m'a dit de les rassurer, je les ai rassurés. Ils seront tous pris dans nos mains, ils sont tous affectés et il n'y aura pas d'exclusion. J'insiste dessus. Tous sans exception seront dédéployés et nous les accompagnerons dans la logique de changement prêché et entretenu, cultivé du moins le président de la République, le professeur Alpha Condé. Sur un effectif de 518 au départ, 10 ont été nommés DAF dans les départements et une vingtaine affectés dans les ambassades. Récemment, plus de 300 personnes ont été aussi affectées et une centaine est en attente. À l'issue de cette rencontre, ces jeunes se disent optimistes. Ils ont promis d'affecter les gens progressivement et que les nominations aussi seront progressives. Il ne faut pas se presser, il faut suivre l'échelon de graduation de la fonction publique. Je prie Dieu qu'il respecte le délai. Ils nous ont dit très clairement aujourd'hui qu'ils vont nous affecter dans les 3 jours qui suivent. Et bon, qu'est-ce qu'on peut? On les attend, on va les écouter, voir si toutefois ils vont réaliser ce pronostic. La balle est désormais dans le camp des autorités quant au respect de leurs engagements.
Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'est entretenu cette semaine avec certains diplomates accrédités en Guinée. Les échanges ont porté sur la nécessité de respecter l'accord politique signé entre les acteurs politiques et le gouvernement le 3 juillet dernier, aussi la consolidation du pouvoir dans sa puissance publique, ainsi que les mesures d'accompagnement du département dans la réalisation de ces projets. Compte rendu Marie-Sheila Fofana. C'est dans le souci de préserver les acquis démocratiques de la Guinée afin de bâtir un état de droit que le ministre en charge des droits de l'homme et des libertés publiques a rencontré ces diplomates accrédités en Guinée. Il s'agit de ceux de la France, des États-Unis, du Brésil, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne ainsi que des institutions internationales présentes en Guinée. Il a été question au cours de la rencontre de discuter de l'accord politique global du 3 juillet dernier, de la nécessité de consolider le pouvoir politique ainsi que de l'accompagnement du département dans la réalisation de ces projets. Nous avons rappelé la nécessité de percevoir cet accord politique dans sa globalité, de le percevoir non seulement comme un accord d'apaisement général pour le pays, mais aussi comme un accord évidemment de processus électoral, enfin comme un accord qui doit être ancré dans nos habitudes politiques. Et puis, le deuxième point, pour la construction d'une société démocratique qui soit respectueuse des droits de tous les Guinéens, de chaque Guinéen, sans aucune exception, sans aucune distinction. Au sortir de la rencontre, les diplomates ont exprimé leur engagement à soutenir la Guinée dans son processus de démocratisation. Nous sommes une démocratie plus ancienne que vous. Nous avons plus d'expérience dans l'organisation des affaires de l'État. Alors nous sommes prêts à vous transmettre toutes les leçons que nous avons déjà prises et de marcher ensemble avec vous. Il faudrait que cet accord politique ait un impact pour le devenir du pays en vue de promouvoir et surtout de consolider la voie de développement que la Guinée s'est engagée. Tous les animateurs politiques puissent conjuguer leurs efforts en bonne foi pour l'avenir de la Guinée. Cette rencontre de Khalifa Gassama Diaby et ses diplomates intervient au moment où Conakry connaît des manifestations de rue pour dénoncer le manque d'électricité. Des manifestations qui ont connu des débordements, toutes choses que déplore le ministre. Justice, on en a parlé cette semaine, aussitôt libéré après sa condamnation à 2 ans de prison dans l'affaire de l'attaque du domicile du président de la République le 19 juillet 2011. L'ex-aide de camp du général Sekouba Konaté va devoir faire face de nouveau à la justice guinéenne. Le commandant Aboubakar Sidiki Kamara, alias De Gaulle, vient d'être inculpé pour sa responsabilité présumée dans une affaire de torture en octobre 2010 à Conakry. L'information judiciaire est réfuté en bloc par son avocat. Je vous propose de suivre Maître Aboubakar Silla. Sidiki Kamara De Gaulle a été condamné à une peine déterminée, en l'espèce 2 ans, sur la base du mandat de dépôt du 2 août 2011. Ce jour 2 août 2013, les 2 ans sont accomplis. Donc il a été mis en liberté. Je l'ai remis à sa famille. Il était poursuivi au départ pour assassinat, tentative d'assassinat. Finalement, c'est la détention et la consommation de chanvre indien qui a été retenue contre lui. Et c'est pour ça qu'il a été condamné pour 2 ans. Récemment, la FIDH et l'OGDH ont publié une déclaration dans laquelle on dit que votre client a été inculpé dans une affaire de torture qui date de 2010. Qu'en est-il réellement? Mon client serait inculpé et mis sous mandat de dépôt. Moi, je mets ça au compte des rumeurs. Au compte des rumeurs, tout simplement. Je ne commente pas cela parce que si il est inculpé et mis sous mandat de dépôt, moi, je serai forcément informé. Lui-même, on va le lui notifier. Pour le moment, ce n'est pas fait. Donc, pour moi, c'est encore des rumeurs. Je respecte la justice guinéenne jusqu'à preuve du contraire. Éducation, avec la proclamation des résultats des examens de sortie des écoles professionnelles publiés cette semaine. Le taux d'admission est légèrement élevé par rapport à la session 2012, comme pour rimer avec le succès au baccalauréat, au BEPC ou encore à l'examen d'entrée en 7e année. Notre reporter Ousenatou Diallo a fait un tour dans quelques écoles professionnelles. Suivez son reportage.
Après la publication des résultats du baccalauréat, du BEPC et de l'examen d'entrée en 7e année, ce mardi, c'était le tour de ceux des concours pour les écoles techniques et professionnelles. Sur 12 311 candidats, dont 6 563 filles, toutes les filières et secteurs confondus, 9 505 sont déclarés admis, dont 11 026 pour le secteur public et 1 285 pour le secteur privé. À l'École nationale de secrétariat, d'administration et de commerce de Donka, des cris de joie résonnaient dans cet établissement. Les derniers venus se bousculaient devant les tableaux d'affichage à la recherche de leur nom. Je suis très content, pas parce que j'ai été premier, mais avec le taux de réussite au sein de mon établissement, raison pour laquelle je félicite tous les amis qui ont réussi cet examen. Et j'encourage aussi tous ceux qui ont échoué. Aminata Pendassa est aussi admise, mais elle s'inquiète du sort de ses amis. Mes sentiments, ce n'est pas tellement approfondi d'abord parce que je ne connais pas jusqu'à présent le résultat de toutes les amis pour le moment. Mais pour le moment, moi, je suis admise. J'ai fait le secrétariat, j'ai été deuxième de ma promotion. Le directeur général de cette école, après avoir donné des chiffres sur le nombre d'admis, s'adresse à ses élèves en ces termes. Dans cet ensemble d'établissements publics et privés, quand on a un record de 81,49, je pense que ce qu'on n'est pas, on reste dans la compétition. Et aussi par rapport aux années précédentes, je pense qu'il y a du renouveau. Il y a un certain avancement dans les pourcentages. Ceux qui ont échoué cette année, ça ne veut pas dire que pour tous leurs élèves, ils sont foutus. Ce n'est que un avertissement pour eux. Et s'ils prennent conscience et qu'ils se mettent au travail. À l'ENAM, École nationale des arts et métiers, même s'il n'y avait pas le même engouement, les résultats étaient aussi affichés. Très réconforté par les résultats de son école, le directeur des études établit des statistiques. Comparativement aux années précédentes, le taux a augmenté. L'année dernière, nous avions présenté 340 et on avait eu 93%. Par rapport au nombre que nous avons cette année, on a présenté 327, alors on a eu 91,114%. Dans une déclaration lundi, le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle s'est félicité de ces résultats. Pour Damantan Albert Camara, beaucoup de facteurs ont permis de réaliser ces performances. La 32e édition du concours national de lecture, récitation et interprétation du Coran a pris fin cette semaine au centre islamique de Donka. Après une semaine de compétition, la cérémonie de clôture a connu une forte mobilisation des responsables religieux. Aminata Diallo. C'est par ces versets que la cérémonie de clôture a débuté. Parmi les participants, au nombre de 152, dont 13 filles, 40 ont reçu le concours, toutes catégories confondues. Les organisateurs estiment que dans un monde dominé par la violence, la brutalité et l'incompréhension, le Coran et la Sunna du prophète, Mohammed, paix et salut sur lui, doivent être enseignés aux générations montantes. Selon eux, la connaissance de l'islam à travers le Coran inculque à l'enfant un certain nombre de valeurs telles que le sens du devoir, le goût de l'effort, la confiance professionnelle, le respect des autres, mais aussi et surtout l'amour de la patrie. Parlant du concours, le secrétaire général des affaires religieuses pense qu'il y a eu des progrès contrairement à l'année passée avant d'évoquer les perspectives. Cette année, il y a eu beaucoup d'améliorations. Parce que l'année passée, on avait donné des conseils aux enfants, on avait donné aussi d'encouragement au niveau des maîtres. Pour les lauréats de cette année, il faut donner des confirmations qu'ils auront des bourses. On va tenter à ce qu'il y ait des bourses. Les Arabes même sont satisfaits d'entendre qu'il y a des lauréats en Guinée là-bas, ils vont les prendre rapidement, même si nous ne demandons pas à ceux qui viennent à Madina Munawwara ou bien en Égypte ou bien dans un autre pays. Les gagnants, eux, se disent fiers et lancent un appel à l'ensemble de la jeunesse guinéenne pour mieux s'investir dans la connaissance de l'islam afin de rompre avec les violences. Je suis fier d'être le deuxième parce qu'il fait des années comme ça que j'ai fait ce concours, mais je n'avais pas eu la chance d'être lauréat. Mais cette fois, je remercie Allah de me mettre le deuxième de la catégorie.
à mes amis, je vais leur dire surtout de prendre du sérieux pour mémoriser le Coran. Et savoir que la mémorisation, ce n'est pas une chose qui est difficile. Ce n'est pas difficile, seulement c'est la décision et le courage. Justement, c'est par rapport à ces violences que pour la première fois, ce concours qui devrait se tenir à Vérékoré a été maintenu à Conakry. Malgré tout, les organisateurs comptent délocaliser le concours à l'intérieur du pays l'année prochaine. Et les choses sont désormais claires au Mali au compte de la présidentielle du 28 juillet dernier. Il y aura un second tour de scrutin prévu le 11 août prochain. Il opposera les deux favoris Ibrahima Boubacar Keïta du RPM, venu en tête avec 39,2%, et Soumaïla Cissé de l'URD qui a eu 19,4%. C'est ce qui ressort des résultats provisoires officiels donnés à la mi-journée du vendredi par le ministre de l'administration territoriale. Alpha Oumar Bari, commentaire. Au Mali, les choses se précisent au sujet de la présidentielle du 28 juillet dernier. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête du premier tour avec 39,2% des voix face à Soumaïla Cissé qui obtient 19,4%. Le candidat du plus grand parti malien, l'ADEMA, Dramane Dembélé, arrive en troisième position avec près de 9,6%. Modibo Sidibé, un ancien premier ministre comme Ibeka, arrive en quatrième position avec 4,9% des voix. Des résultats qui ont été publiés ce vendredi par le ministre de l'administration territoriale, le colonel Moussa Sinko Koulibaly. Une présidentielle jugée d'exceptionnelle puisque sur 6 829 696 inscrits, le nombre de votants a été de 3 520 242, dont 403 352 bulletins nuls, soit un taux de participation de 51,5% du jamais vu au Mali, puisque le taux de participation à ce genre de scrutin n'a jamais dépassé les 38%. Les deux candidats s'affronteront lors d'un second tour prévu le 11 août prochain, ce qui laisse à peine 9 jours aux deux protagonistes pour mener leur campagne. Un second tour qui devrait apaiser et rassurer les partisans de Soumaïla Cissé qui avaient dénoncé mercredi, je cite, un bourrage des urnes, demandant même la démission du colonel Koulibaly, accusé d'avoir outrepassé son rôle. Les consultations vont commencer dès ce vendredi pour les deux candidats pour obtenir un maximum de ralliement et de soutien des autres partis, ceux qui sont désormais dans la position de faiseur de roi. Arrivé troisième, Dramane Dembélé, le candidat de l'ADEMA, l'ex-parti au pouvoir, qui a obtenu 9,59% des suffrages exprimés, va être courtisé, tout comme l'ancien premier ministre Modibo Sidibé. Tous les deux font partie du FDR, Front pour la sauvegarde de la démocratie et la République du Mali, auquel appartient aussi Soumaïla Cissé. Les 23 candidats restants devraient être aussi sollicités, même s'ils ne pèsent chacun que moins de 1% des suffrages. Depuis 33 ans, il est au pouvoir. Dans son pays, Robert Mugabe va devoir rester encore à la tête du Zimbabwe avant la proclamation des résultats provisoires. L'Union africaine valide les élections qui donnent vainqueur le président sortant avec plus de 70% des voix. Mais certaines ONG contestent ces élections. Il en est de même du côté du camp adverse dirigé par le Premier ministre Morgan Tsvangirai. Son parti, le MDC, appelle à la résistance pacifique. Ibrahima Soriari, Yansani. Le plus vieux chef d'État africain, Robert Mugabe, au pouvoir depuis 33 ans, serait à la tête des élections générales au Zimbabwe avec 70 à 75% des voix. Des résultats contestés par son adversaire Morgan Tsvangirai. Selon une ONG de la place, 1 million d'électeurs n'ont pas pu voter dans les bastions de Morgan Tsvangirai, alors que les observateurs africains estiment que cette élection est libre, très libre même. Ils appellent en effet le Premier ministre Morgan Tsvangirai à accepter les résultats malgré les irrégularités du scrutin. La priorité des pays africains, c'est la stabilité dans la région. L'on se souvient, le pays a failli sombrer dans une guerre civile après les élections de 2008 où quelques 200 personnes ont été tuées. Aujourd'hui, la victoire du vieux président inquiète les investisseurs étrangers. C'est le retour à une volatilité extrême avec des conséquences énormes pour ces derniers. Toutefois, le résultat officiel du premier tour de la présidentielle n'est pratiquement pas attendu avant lundi. Aux États-Unis, le procès Bradley Manning entre dans sa dernière phase. L'audition des témoins a démarré en milieu de semaine à la cour martiale de Fort Meade, dans le nord de Washington. Le jeune soldat américain de 25 ans a été reconnu coupable de 20 des 22 chefs d'inculpation. Il risque jusqu'à 136 ans d'emprisonnement. Mamadi Kamisoko.
C'est une affaire politico-judiciaire qui entre dans sa dernière phase. Les États-Unis ont été choqués par l'attitude du jeune soldat Bradley Manning dans la diffusion des informations classées secrètes. Jugé en cour martiale, il a été reconnu mardi d'espionnage mais acquitté de la lourde charge, celle d'avoir été en collision avec l'ennemi. Tout de même, le soldat américain qui a admis avoir transmis quelques 700 000 documents diplomatiques et militaires au site internet Wikileaks encourt 136 ans de prison. Parmi les chefs d'inculpation retenus contre Bradley Manning, la violation de la loi d'espionnage de 1917, la fraude informatique et la désobéissance à l'armée, entre autres. Le procès qui se tient depuis juin dernier sur la base de Fort Meade au nord de Washington a entamé l'audition des témoins ce mercredi. Elle pourrait durer plusieurs semaines avant le verdict de la cour martiale. Bradley Manning, traître ou héros, la décision revient à la juge militaire Dennis Land. Mais en attendant, des réactions entre indignation et satisfaction sont nombreuses. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. Pour la même raison, désigne Manning comme étant la plus importante source journalistique que le monde ait jamais vue. Le soldat américain de 25 ans a aussi bénéficié du soutien de Amnesty International. L'ONG soutient que Manning n'a fait que, je cite, révéler des informations relatives à des violations des droits humains. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez une bonne nuit de Laylatul 4. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir à tous.